Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 6 de ce Tour d'Espagne. Étape numéro 6 qui sera de nouveau une étape montagneuse pour cette journée, moyenne montagne. On ne sait pas trop comment la classer cette étape, elle est un petit peu floue. Cette journée de compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote pour cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis encore une fois, l'autre moyen de me soutenir, plus vous cliquez rapidement sur les miniatures où il y a ma trombine ou sur les notifications, plus vous cliquez rapidement sur une vidéo, tout simplement, plus celle-ci est mise en avant par l'algorithme. Et je remercie les gens qui font cet effort-là. Pourquoi je disais cette étape est floue? Parce qu'elle est floue, en mon sens, en mon sens, peut-être pour certains au niveau du scénario. Moi j'ai plutôt un scénario préétabli, mais peut-être que je vais me planter, je prends le risque, mais elle est floue parce que, est-ce qu'on peut vraiment... Selon les organisateurs, c'est une étape de montagne, sauf qu'il y a 3700 mètres de dénivelé positif, c'est la 5e étape même en termes de dénivelé positif. Sauf que en réalité, étape de montagne, quand on voit la manière dont a été conçu le parcours, oui, il y a une côte de première catégorie, mais elle est dans la première moitié d'épreuve. Ensuite, on est sur du deuxième, du troisième catégorie. En sachant que la dernière côte n'est pas la côte la plus dure de la journée. C'est aussi une particularité de cette étape. C'est pas là non plus on retrouvera les plus forts pourcentages. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme une étape de montagne ? Ça me semble un peu fort de café, pour tout vous dire, en utilisant encore une expression de vieux. Parce que, pour moi, sur cette étape-là, pour moi, c'est pas de la haute montagne, pour moi, c'est pas de la montagne. Je vois vraiment pas forcément les leaders même vraiment utiliser cette étape, parce qu'il y a peut-être de quoi faire un petit peu mieux en fin de première semaine. Je sens que cette étape, elle a été un peu... C'est une étape un peu bancale, je pense, pour les organisateurs. C'est qu'ils voulaient de la montagne, mais ils ne savaient pas comment l'intégrer. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec ce format d'étape qui... Je ne sais pas si ça sera hyper spectaculaire. Le vainqueur ne sera pas attendu, je pense, mais je ne sais pas si ça va être spectaculaire parce que c'est un parcours où ça peut se décanter très loin de l'arrivée, où on peut avoir vraiment qu'une seule course entre les échappés et pas vraiment de course entre les leaders, parce que ça me semble pas suffisamment dur pour les leaders. Est-ce que donc ça va engendrer de la fatigue? Je sais pas, parce que si ça roule à 35 à l'heure, je suis pas convaincu. On n'a pas l'impression que dans ce peloton-là, on est vraiment des dynamiteurs de course. Voilà, vous n'avez pas Remco Evenepoel, vous n'avez pas Pogacar, vous n'avez pas non plus du Julien Alaphilippe par exemple dans une échappée. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre sur cette étape, mais je suis un peu craintif sur le spectacle qu'on pourra avoir sur cette journée et sur l'intérêt qu'aura cette étape une fois qu'on aura vu ces 3 semaines de course. Bon, on regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette étape numéro 6, donc entre le carouf de Jerez de la Frontera, pour aller faire les courses, promo sur les tomates, donc pour les coureurs, ça peut être vraiment intéressant. Vraiment, quand j'ai lu ça il y a 1 mois et demi, je me suis dit mais quelle idée à la con de partir dans le magasin. Mais bon, s'il y avait un endroit moche en plus dans une commune, c'est quand même là où sont situés les centres commerciaux, pour aller donc du côté de Junqueras. C'est vrai que là le carrefour de Jerez de la Frontera, c'est vraiment le coin le plus joli de l'Andalousie. Bon, on démarre de Jerez donc pour passer par El Bosque au kilomètre 58. Ça sera le pied de la première difficulté du jour qui sera la plus dure. Le Puerto del Boyar, 1400 à 1100 mètres d'altitude, 14 km 700 à 5,5 de moyenne.
On regarde tout de suite cette montée qui est plutôt facile dans sa première partie. Et puis, c'est entre le kilomètre 6 et le kilomètre 11 que ça va se corser. Avec un passage où on ne descendra pas sous les 6,7% de moyenne au kilomètre. Et puis ensuite, on aura également entre le kilomètre 13 et le kilomètre 14, 7,9 de moyenne au kilomètre, ce qui n'est pas le maximum, puisque le maximum est entre le kilomètre 6 et le kilomètre 2. Donc c'est vraiment sur la deuxième partie de montée que c'est compliqué. L'échappée sera déjà partie à ce moment-là, donc je pense que voilà, ça ne changera pas grand-chose à la course. On passera par le Puerto de la Calleria, 1 km 5 à 7,6 de moyenne, le kilomètre 97, puis Monterraque. Avant le passage au Puerto del Viento, mais avant il faudra passer par le sprint intermédiaire et bonification, qui sera dans le même lieu aujourd'hui, au sommet d'une côte de 7 km 500 à 3,6 de moyenne, au kilomètre 119,5. C'est-à-dire qu'on sera à 66 km de l'arrivée à ce moment-là, avant d'arriver au Puerto del Viento, 6 km 6 à 4,2 de moyenne, au kilomètre 130,5, c'est-à-dire à 56 km de l'arrivée avant de redescendre légèrement. Et puis ensuite, ça sera l'enchaînement du Puerto Martinez, 3 km 5 à 5,9 de moyenne, avec la montée vers la Junquera. Je ne vous ai pas montré le Puerto del Viento, vous voyez, c'est pas extrême. Par contre, c'est un peu plus compliqué le Puerto Martinez. Plus court mais plus dense en pente, et notamment un passage à 9,2%. Et puis la dernière montée, qui est donc la montée de l'Alto de Las Abellas, donc pas extrêmement compliqué pour la fin. On regarde le final. Vous voyez, ça tournicote. C'est en montée, ça tournicote pas mal. Après, bon voilà, on est sur une arrivée au sommet, donc il n'y aura pas trop de soucis. Il y aura un rond-point à prendre ici. La ligne droite sera visible vraiment à la dernière minute. Après, je pense qu'entre leaders, on va un peu se neutraliser sur cette journée, et je pense plus à la victoire d'un coureur échappé sur cette étape. On regarde la carte de cette journée, donc on fait un ouest-est sur cette journée, donc on part de ce fameux Carouf de Jerez de la Frontera. Et la météo, du soleil avec parfois quelques passages nuageux, mais qui n'entraîneront pas de pluie. Température qui sera plus faible, hein, on perd une dizaine de degrés, hein, on était plutôt entre 37 et 39 degrés, on passe entre 29 et 33. Pour cette journée, ça sera un petit peu plus facile pour les coureurs, parce que les 2 derniers jours se sont déroulés dans des températures assez extrêmes. Et puis au niveau du vent, alors là, très clairement, le vent, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai des données qui sont très différentes d'une commune à une autre. On va dire que dans la première partie de course, on a plutôt un vent ouest-nord-ouest, mais parfois il est plein nord. Mais c'est plutôt un vent ouest-nord-ouest, donc un vent qui poussera plutôt les coureurs. Alors que dans les 60-70 derniers kilomètres, on a plutôt un vent est, mais vraiment dominance est très forte, notamment sur la fin de course. Et un vent surtout qui sera plus fort que dans la première partie de montée, 20-35 km/h. Donc autant au début, le vent va pousser les coureurs, autant sur la fin, il va plutôt ralentir les coureurs. Donc c'est voilà un petit peu contradictoire. Allez, on regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Espagne. L'histoire du Tour d'Espagne, ou l'histoire des courses en Espagne, de ces villes que nous allons affronter dans cette journée. On commence avec Jerez de la Frontera. Alors on n'est jamais parti depuis le Carouf de Jerez de la Frontera. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des courses qui partaient ou qui passaient par Jerez. Je pense notamment en 2014, l'étape 1 passée par Jerez de la Frontera, parce qu'en fait c'était une sorte de parcours dans Jerez, 12 km 600, contre la montre par équipe, qui à l'époque avait été remportée par la Movistar devant Cannondale et Orica Greenedge. C'était c'était Castroviejo qui avait pris le maillot rouge dans cette première journée. Le Tour d'Espagne qui est passé également en 2013. Là je crois qu'on est arrivé sur le circuit, on partait du circuit, je ne sais plus, c'était une arrivée au sommet, et c'était le coureur tchèque, c'était peut-être le dernier vainqueur tchèque avant Pavel Bittner, Leopold Koenig, coureur de Netap Endura, l'ancêtre de la Bora Hansgrohe,
qui s'était imposé. Léopold Koenig, c'était sa plus belle victoire en carrière. Il a pris sa retraite parce qu'il était resté à la Bora, Léopold Koenig, mais il n'a jamais réussi à faire mieux. Voilà, en termes de résultats. Il a même arrêté sa carrière en 2019, mais sans avoir couru en 2019. Sa dernière course en carrière, c'est en mars 2018 avec la 5e étape de Tirreno Adriatico. Voilà. Et c'est vrai que ces dernières années de carrière n'avaient pas été exceptionnelles. Son pic, c'est vraiment entre 2013 et 2015, où c'était un coureur intéressant, qui était passé par la Sky. Avant de retourner à la Bora, il a fait 2 ans à la Sky où il a été équipier, mais où il prenait parfois des échappées, des trucs comme ça. Et puis, sa meilleure année pour moi, oui, ça reste quand il était chez Netap. Oui, une étape, quand il remporte cette étape-là, mais même en 2014, il fait des belles choses. Voilà, il fait 7e du Tour de France. C'est ses 2 meilleures années, c'est 2013, 2014, déjà 2015, c'est plus compliqué avec la Sky, même s'il y a des bonnes choses, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus... Alors il fait quand même 6e du Giro, j'ai oublié qu'il ait participé au Giro cette année-là. Mais c'est un coureur qui était intéressant. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans sa carrière pour qu'il arrête, pour qu'il ait des résultats plus compliqués ensuite. Parce que j'ai plus souvenir. Problème de genou. Voilà. Donc, voilà, il a eu des problèmes de genoux. Et il a fait partie, il s'est lancé en politique. Et il est désormais directeur du Tour de République tchèque et de la course de la paix Espoir. Voilà, Léopold Koenig. On poursuit avec les autres villes. Puerto del Boyar, 2 fois. Ça sera la 2e fois que ça accueille le Tour d'Espagne. La dernière fois, c'était en 2014. Et la seule fois lors de l'étape numéro 3 qui était arrivée à Arcos de la Frontera, remportée ce jour-là par Michael Matthews devant Dan Martin et Joaquim Rodriguez. Voilà, un sprint surprenant parce qu'on avait Nasser Boigny 8 derrière Mondori et Cadel Evans, donc ça n'avait aucun sens. Paul Mertens 5e. Voilà, comme quoi à l'époque on savait déjà faire des sprints qui n'avaient aucun sens sur le Tour d'Espagne. Puerto del Viento, c'est également la 3e fois de cette commune qui accueille le Tour d'Espagne. La dernière fois, c'était lors de l'étape numéro 3 de la Vuelta 2018, remportée par Elia Viviani face à Giacomo Nizzolo et Peter Sagan. Boigny avait pris la 4e place devant Consoni. Au Puerto Martinez, c'est la première fois que la Vuelta y passera. Il y a eu le Tour d'Andalousie féminin qui est passé cette année par cette montée. C'était le 1er juin dernier, remporté par les Nice Sierra, cette étape. Juste devant le peloton, emmené par Quinty Ton, une néerlandaise de la Livadouila Jaiko, et Alena Amialousic. Voilà. Il y avait Mavi Garcia notamment au départ de cette épreuve. Le Puerto de las Aberas, eh bien on a connu un passage en 2002 à l'époque du Tour d'Espagne. C'était une étape qui avait été remportée par Heitor González devant David Echevarria. On passait de Malaga pour aller à Ubrique. Donc il y avait cette côte qui était en début de journée. Et puis on y est repassé, mais cette fois-ci sur le Tour d'Andalousie en 2020. Et il y avait eu... l'arrivée était dans la descente de cette difficulté. La difficulté était en début de journée, pardon. Il y avait eu une bagarre entre Fuglsang, Landa, Dylan Teuss, Jacques Egg. Voilà, il y avait eu une grosse bagarre. À l'époque où il y avait encore du public, en 2020, parce que ça devait être la dernière course espagnole, même de l'année 2020. Parce qu'après le Tour d'Andalousie, en février, je ne suis pas sûr qu'on ait recouru... parce qu'on avait annulé énormément de courses en Espagne, avant la Vuelta et la Classica San Sebastián. Je ne sais même plus s'il y avait eu la Classica San Sebastián en 2020. Et ça avait été très compliqué pour les organisateurs de courses espagnols. On passe aux cyclistes du jour. Pas très loin de Jerez, on a la commune de Juan José Lobato, peut-être l'un des meilleurs sprinteurs espagnols
Bon, il y a quand même Oscar Freire, hein, mais des années 2010-2020, passé notamment par la Movistar, par Euskaltel à 2 reprises, quand l'équipe était professionnelle et quand l'équipe était en 2e division. Coureur qui a pris sa retraite l'année dernière. Il avait pris sa retraite au mois de juillet sur le Tour de Castille et Léon. Il n'avait pas fait la Vuelta, seulement 22 jours de course l'année dernière, sans résultat notable, à part une 7e place sur le Saudi Tour. Mais voilà, c'est un coureur qui était de base un sprinter, mais qu'on a vu aussi dans les échappées. Juan José Lobato, notamment sur la dernière Vuelta auquel il avait participé en 2021. C'est pas un coureur qui avait fait beaucoup de grands tours. Seulement 7 participations à des grands tours. Il était passé par la Lotto NL en 2017. Il avait eu la particularité de ne rester qu'une saison dans cette équipe et d'attendre un petit peu de temps avant de signer son contrat chez Nippo Vini Fantini. Il avait fallu attendre le 21 février. Et il avait commencé tout de suite après sur la classique de l'Ardèche. Mais voilà, coureur qui a commencé dans l'équipe Andalusia Carasur. Qui aujourd'hui n'existe plus. Voilà, c'était une équipe qui mettait un peu comme Burgos, mais là était plutôt de mettre en avant le cyclisme d'Andalousie. Mais aujourd'hui, bon voilà, il y a d'autres équipes espagnoles qui ont rejoint la 2e division, notamment Cara Rural depuis. Luis André Almate également, qui lui est né à Marbella. Marbella, c'est pas très loin de l'arrivée, notamment, et de ce milieu d'étape. Du côté de Luis André Almate, coureur qui a pris sa retraite, qui va prendre sa retraite cette année. Luis André Almate, que nous voyons sur la Vuelta, qui est en ce moment maillot bleu, qui est passé pendant très longtemps à la Cofidis, entre 2011 et 2020, quasiment 10 ans à la Cofidis. Il avait commencé, lui également, chez Andalusia Carasur, avant d'aller à la Serramonti Ducchi Giovanni Androni Giocattoli pendant 2 ans et de rejoindre la Cofidis après. Et ça fait depuis 2021 qu'il est chez Euskaltel. Et puis voilà, beaucoup d'échappées à son actif. 4 victoires dans sa carrière seulement. À Luis André Almate, je pensais qu'il en avait plus, mais il a souvent été équipier, il faut bien le dire. 2 étapes du Tour du Portugal, une étape du Tour de San Luis et la route du Sud, la Dépêche du Midi. Et heureusement qu'il y a eu le Tour du Portugal, ça a doublé son score à Luis André Almate. Mais très bon coureur, 6e du Tour de la Communauté de Valence en 2021 par exemple, 6e du Tour de Luxembourg en 2017, 3e du classement de la montagne du Tour d'Espagne, ça c'était en 2018. Et puis on termine avec Pedro Torres, qui est de Humiladero, vainqueur d'une étape du Tour de France en 73. Il avait remporté le classement du maillot à poids la même année, vainqueur d'une étape sur le Tour d'Espagne en 77, et il avait également remporté le classement de la montagne. À l'époque, c'était même pas encore le maillot à poids en 73 sur le Tour de France, c'était le classement de la montagne, mais il n'y avait pas de maillot à poids. 4e des championnats du monde également en 1975, carrière qui s'est étendue de 71 à 1980. Il a connu les débuts de la Kelmé. En 80, c'est la première année de la Kelmé qui s'arrêtera en 2006 avec les affaires Puerto. Mais voilà, il a fait partie de la première équipe de la Kelmé en 1980, ce coureur-là. On regarde tout de suite la stratégie. Je pense que c'est pas assez dur pour les leaders. Moi, très clairement, je vois la victoire d'une échappée. Parce que le final est trop plat pour la leader. C'est pas sur du 5% que tu vas réussir à faire des différences. Donc, je pense qu'on attendra la suite de la course. Et moi, je pense qu'il n'y aura pas de course en une. Il y aura une victoire pour l'échappée et bagarre pour l'échappée. Parmi mes favoris, Quinton Hermans. Bah oui, Alpecin, il est loin. Là, il pourra jouer sa carte. C'est un coureur qui a toujours une bonne pointe de vitesse. Donc, en cas d'arriver à 3 ou 4 dans la dernière montée, ça peut être un coureur intéressant. Marco Frigo. Moi, je l'ai trouvé très en forme, Marco Frigo, dans l'étape numéro 4. Je l'ai trouvé, c'est vrai, j'étais assez d'accord avec Guillaume Di Grazia sur le fait qu'il était encore là dans une montée aussi compliquée. Donc, ça veut dire que les jambes sont bonnes. Ça peut être un concurrent intéressant. Et puis, je mets Quentin Paché du côté de la Groupama Viegi. Parce que là aussi, on est sur un concurrent qui a une bonne petite pointe de vitesse. Frigo, il va tenter de partir de loin, mais c'est vrai qu'Hermans et Paché, dans une arrivée à 3-4 coureurs, ça peut être des coureurs dangereux. Paché, par contre, il ne faudra pas qu'il se fasse avoir, comme il s'était fait avoir en Italie, par Kevin Vauquelin. Et puis en grosse cote, Mauro Schmitt. Là aussi, la même idée. Mais je ne sais pas s'il partira en échappée, le Suisse. Je ne sais pas trop.
Du côté du programme télé, départ fictif à 12h40. El Bosque à 128 km de l'arrivée entre 14h19 et 14h27. Le sprint intermédiaire à 66 km de l'arrivée. Pourquoi je vous parle seulement du sprint intermédiaire? Je n'ai pas fait d'autres points dans l'étape. Bien tout simplement parce qu'il y a très peu de communes aussi sur cette journée. Ça ne fait pas partie des coins les plus peuplés d'Espagne. Donc parfois vous avez 20-30 km où il n'y a rien. Et il n'y a rien d'indiqué non plus sur le roadbook. Donc ça sera entre 15h45 et 16h02 pour une arrivée prévue entre 17h17 et 17h44. On se retrouvera après, peut-être un short, je ne sais pas, peut-être un TikTok, je ne sais pas. Mais il y aura, ça c'est sûr, un débrief d'étape entre 21h et 22h sur la chaîne YouTube. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.